Bienvenue sur Rewind VITs, la chaîne YouTube, et bienvenue dans le tout premier épisode d'After avant critique. Décidément, je continue à me surpasser avec les noms de merde. Alors je n'avais pas du tout prévu de faire ce genre de vidéo, mais après avoir vu le premier épisode d'avant critique sur le film Blanche-Neige, vidéo où je donnais mon avis sur le film avant de l'avoir vu, plusieurs personnes m'ont dit qu'il serait intéressant que je donne également mon avis sur le film après l'avoir vu cette fois. Personnellement, j'en sais rien, mais j'ai vu Blanche-Neige, alors je tente le coup. Allez, c'est parti. You're gonna need a bigger boat. Cette critique va être évidemment blindée de spoilers, alors je vais pas m'amuser à faire une première partie sans spoil et une seconde avec spoil. Non, ça c'est pas mon style, je laisse ça à ceux qui ont l'habitude des critiques classiques. Tout l'intérêt de cette vidéo est de vous donner mon interprétation, ma vision décalée sur le film. Je ne suis pas là pour vous dire s'il est bon ou non, s'il faut aller le voir ou pas. D'ailleurs ça servira à rien, il est même plus à l'affiche. Non, vous êtes libre de vous faire votre propre avis, et je crois qu'en soi, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Le film commence quand Blanche-Neige est gamine, plus précisément au moment de sa naissance. Et sans attendre, la narration détruit l'une des principales critiques qui entourait le film. L'enfant tient son nom pour des raisons météorologiques et non pour sa couleur de peau. On arrête tout de suite nos délires de facho-réac, non, il faut reconnaître que c'est plutôt bien vu. Belle pirouette de la part de la scénariste. Contrairement à ce que Disney s'est efforcé de faire pendant tant d'années, notre héroïne a ses deux parents. Oui, dans bon nombre de Disney, le protagoniste n'a qu'un parent, voire est carrément orphelin. Il est soit élevé par une belle-mère acariâtre, des animaux de la jungle, un triton, ou encore par un vieux monsieur travaillant le bois. L'idée est d'extirper de la tête du spectateur toute hypothèse qu'il y ait pu avoir rapport sexuel à un moment donné. Disney, c'est l'immaculée conception. Du coup, vu que j'ai été bête et discipliné pendant tant d'années, maintenant que je vois les parents de Blanche-Neige réunis à l'écran, je vois du cul. Alors je sais, ils sont juste en train de chanter, mais de les voir réunis ensemble, pour moi, ça fait limite porno. Mais le truc bien dégueulasse, quoi, bien crade. Limite, c'est pas regardable. Oh putain, qu'est-ce qu'il lui met à la reine, le bâtard? Merci Disney d'avoir perverti mon esprit. Bon, on rentre très vite dans le rang puisque Blanche-Neige perd tour à tour sa mère et son père et récupère au passage un vieux triton de la jungle travaillant le bois. Une belle-mère acariâtre. Attention, j'ai failli faire un crossover étrange. On en reparlera plus tard de crossover étrange. La première chose qui me saute aux yeux quand je vois Blanche-Neige gamine, c'est qu'ils ont dû caster la gosse avant Rachel Zegler et que le premier choix pour jouer Blanche-Neige devait être Zendaya. Dès le début, on sent très vite l'intention de Disney de décliner ce film sur les planches de Broadway. Ça chante, ça chante, ça chante. Du coup, on comprend pourquoi ils ont pris Rachel Zegler plutôt que Zendaya, tellement elle envoie du bois sur la chanson Waiting on a Wish. Elle met tout ce qu'elle a, franchement, elle peut pas ouvrir la bouche plus que ça. Elle va finir par se décoller la mâchoire si elle continue. Après avoir péniblement essayé de cohabiter, Blanche-Neige et sa belle-mère doivent se rendre à l'évidence, elles doivent se séparer et poursuivre leur aventure chacune de leur côté. La reine envoie donc Blanche-Neige cueillir des pommes. Ouais, ils adorent faire des tartes aux pommes dans ce film. Elle est accompagnée du chasseur qui est missionné de la tuer. Pour l'occasion, Blanche-Neige enfile un truc un peu plus confortable, un magnifique survêt Adidas original bleu, rouge et jaune. Bah ouais, tu vas pas t'habiller en princesse pour ce genre d'activité en plein air. Arrive le moment où le chasseur doit passer à l'acte. Alors lui, c'est clairement le mec le plus incompétent du royaume. Lui, ce qu'il voulait, c'était travailler dans un bureau, être bien sapé, le cul vissé du matin au soir sur une chaise. Les chiffres, c'est son truc. Et personne ne sait vraiment pourquoi, mais ils nous l'ont foutu en salopette, couché sous une bagnole, les mains pleines de cambouis, à devoir remplacer des plaquettes de frein. Lui, ça, il sait pas faire. Bah du coup, il fait tout sauf chasser. Et cette scène est désormais devenue culte, elle a été trollée par un nombre incalculable d'internautes. Je vais pas vous le faire ici parce que je commence à me demander si Rachel Zegler a pas un problème avec sa mâchoire inférieure. Et si ce film a bien appris quelque chose, c'est que se moquer du physique, c'est moche. Oui, je ne vous ai pas encore parlé de la beauté de Gal Gadot, sujet très largement abordé lors de mon avant-critique, mais ça aussi je garde ça pour plus tard. Blanche-Neige élit domicile dans un cottage digne de Center Parcs. Bon, c'est un peu plus beau et féerique que Center Parcs. Il est important de préciser que comme pour le dessin animé, elle n'y entre pas vraiment par effraction. Bien qu'elle n'ait pas de quoi badger l'entrée. C'est cool, maintenant ils font ça sous forme de montre et tu peux même t'en servir pour verrouiller ton casier à l'Aquamundo. Donc là, pas d'effraction non plus, non, c'est les animaux de la forêt qui lui suggèrent d'y entrer. Moi c'est pareil, quand je suis entré dans le cottage des Hollandaises, c'est Bambi qui me l'a suggéré. Ça, c'est moyennement passé auprès des autorités. Les nains, sacrilège, ma vidéo va être supprimée de YouTube. Les créatures magiques retournent au boulot. Alors on trouve ça étrange qu'elles ne rentrent plus du boulot, mais qu'est-ce qui est le plus étrange? Leur tronche, leur pouvoir magique, ou cette petite variation dans les paroles de la chanson? Bon, une fois leur journée de travail terminée, ils finissent quand même par rentrer du boulot. Tiens, quand je dis ils, je veux dire qui? Les créatures magiques, c'est elles. Malgré tous les efforts de Disney, pour le spectateur, ça reste des nains. Les nains retournent chez eux et tombent sur Blanche-Neige. Comme pour le dessin animé, c'est Simplet qui est envoyé au front. Je vous passe tous les détails, mais là, il n'est plus question de l'héberger en échange de ses services de bonne ménagère, bonne à tout faire, bobonne, de bonne femme, tout simplement. Bah ouais, on est en 2025. Du coup, Blanche-Neige se mue en chef d'orchestre et sifflé au bec dirige tout ce petit monde, les obligeant à se sortir les doigts pour remettre de l'ordre avant de rendre les clés du cottage au poste de garde. Manquerait plus qu'il nous fasse sauter la caution pour insalubrité. Parlons un peu du beau miroir de la reine. Le bordel, c'est ChatGPT, mais la version non payante de ChatGPT. Le mec, il peut te répondre qu'à une question. Et niveau déco, c'est pas ouf non plus. C'est une armoire normande, ça prend tout un pan de mur. Et niveau goût, ça laisse franchement à désirer. Bon, il y a un truc qu'il faut lui laisser, c'est que ses réponses sont impartiales et implacables. S'il dit que t'es pas la plus belle, c'est factuel. C'est pas avec un petit gommage que tu vas arranger ça. Même s'il faut reconnaître qu'on n'est pas totalement convaincu par ses réponses, bien que la performance très théâtrale de Gal Gadot sur la chanson All Is Fair nous a quelque peu ébranlé sur le sujet.
Face à l'incompétence du chasseur, la reine est contrainte d'envoyer son armée pour tuer Blanche-Neige. Cette dernière rencontre un beau prince dans les bois. Là je regarde ma montre, il y a un problème de timing, c'est bien trop tôt. On est qu'au milieu du film, et je vois pas son cheval blanc. Enfin en réalité c'est le gars qui volait des patates à la reine qu'on a vu au début du film. Le gars dit s'appeler Jonathan, il traîne dans les bois avec une bande de marginaux, une belle brochette de losers si vous voulez mon avis. Le genre de gars qui profite du RSA et squatte ton canapé toute la journée. Jonathan est un vagabond, un voleur, un vaurien. Clairement l'image du prince charmant made in 2025 a pris dans la gueule. Bah ouais les meufs, ça sert plus à rien de vous mentir. Les mardis et mercredis, c'est Ligue des Champions et pizza avec des potes. Marié au premier ringard, tu le regarderas en replay. Moi perso, j'ai quand même quelques doutes sur les intentions de ce Jonathan. Je me répète, mais le gars squatte dans les bois avec ses potes, il vole aux riches pour donner aux pauvres, il habille en vert. Là, on y est dans notre crossover chelou. Il dit s'appeler Jonathan, mais il s'appellerait pas Robin de Loxley, le gars? Je vois pas son arc, mais en même temps, si j'étais Robin des Bois et que je voulais passer incognito, bah j'inventerais un gros mytho pour mon nom et je sortirais sans mon chapeau et mes flèches. Honnêtement, sa relation avec Blanche-Neige m'a tout l'air d'une amourette de vacances. Dès la rentrée, il va la bazarder pour retrouver sa belle Marianne, c'est couru d'avance. Surtout si Marianne est jouée par Emma Watson. Là, si t'as vu ma vidéo avant critique, t'as la ref. Après son retour, Emma Watson fera peut-être un peu la gueule quand elle apprendra qu'il a fricoté dans les bois avec une gonzesse. Là, il suffira qu'il lui dise « Hé mamie, je l'ai pas baisé moi la Latina. On est dans un Disney. » Veuillez m'excuser pour cette précision de Latina, c'est pas mes propos, c'est ceux d'un vaurien. Parlons de sa bande de potes. Le truc c'est un melting pot, c'est United Color of Benetton. Il y a de tout. Putain, quand il s'agit de faire dans la diversité, Disney n'y va pas de main morte. Ils nous ont même mis un nain, mais un vrai cette fois, sans pouvoir magique. Et le problème c'est qu'ils ne savent pas être subtils. Quand ils y vont à fond. Le seul personnage qui est mis en avant dans cette bande, c'est le personnage qui est joué par une personne de petite taille. Et il a beau avoir quelques répliques, je n'arrive pas à entendre ce qu'il dit tellement je sens les producteurs qui me donnent des coups de coude en me disant « Hey, t'as vu, on a mis un nain, hein, mais un vrai cette fois. Et il joue pas un des 7 nains, hein. Ça veut dire qu'on les considère comme des vraies personnes. Ils peuvent plus rien nous dire maintenant. Putain, mais mets-le si tu veux, mais fais comme si c'était un gars à part entière de la bande, ne le mets pas en avant comme ça. En plus, tu me fais renverser tous mes popcorn avec tes coups de coude, là. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces producteurs. Un soldat de la reine, ou Cupidon, qui sait, tire une flèche sur Blanche-Neige, mais c'est Jonathan qui la prend. Alors le soldat n'est pas un Stormtrooper, hein, il sait tirer, mais c'est Jonathan qui se sacrifie pour Blanche-Neige. Là on se dit il va être dans le coma, et ils vont inverser les rôles. On est en 2025 après tout. Maintenant c'est les meufs qui prennent les choses en main. Enfin pour ce qui est de faire le premier pas dans une relation amoureuse. Pour la télécommande, on a encore le contrôle. Mais finalement non, ils arrivent encore à nous surprendre. On ne voit pas l'image, mais c'est prof qui lui roule un putain de gros patin et le tire. Ouh, faut que je fasse gaffe où je prends mes respirations, moi. C'est prof qui lui roule un putain de gros patin et le tire de son sommeil profond. Ah, c'est mieux. Remis sur pied et après avoir un peu trop fêté, Jonathan se fait capturer par l'armée de la reine qui passe à l'offensive. Cette dernière se transforme en sorcière pas si moche que ça. En 2025, associer les moches aux méchants, c'est réducteur. Elle s'équipe de sa pomme empoisonnée et va s'occuper du cas de Blanche-Neige elle-même pour récupérer la place qui lui revient de droit. Une fois la belle dans les vapes, contrairement au dessin animé, la reine repart tout tranquillou et ne se fait pas buter par les nains et les animaux de la forêt. Bah ouais, on est dans un film cette fois, on va pas finir en autre boudin. Ça laissera place à un vrai troisième acte et un affrontement final digne des X-Men et d'Harry Potter. Aidé par le comptable, enfin par le chasseur, Jonathan parvient à s'échapper du château. Il retourne auprès de sa belle endormie, prend son courage à deux mains et contre toute éthique, morale, bienséance, embrasse Blanche-Neige sans son consentement. C'est une putain de prise de risque des studios, là. Ok, on a vu qu'il y avait un crush entre les deux quelques scènes auparavant. C'est pas parce qu'elle a dit oui tout à l'heure qu'elle dit oui maintenant. Personnellement, je reste choqué par cette scène. Avec ce genre de comportement rétrograde, sexiste, machiste, on se croirait revenu en 1937. On peut même pas lancer un hashtag balance ton prince, le mec est même pas prince. Putain de roturier de merde. Blanche-Neige finit par se réveiller et ça va, elle lui pète pas un scandale. Elle lui redonne même son baiser. Ouf, on n'est pas passé loin du drame. Mais ça va, il y a pas de malaise. Elle se déguise en chaperon rouge et à l'instar de Simba, elle décide de récupérer son trône. Nouveau crossover chelou. Bon, c'est pas l'affrontement de dingue qu'on nous avait promis. Ça se crêpe vite fait le chignon. Quoi, c'est sexiste? Je vais pas prendre des pincettes pour dire ce que je pense si même Disney ne le fait plus. Depuis le début du film, on a quand même assisté à un baiser sans consentement et à un porno hardcore. Donc les deux grognasses s'engueulent, s'insultent, ça se dit des noms d'oiseaux. T'as une gueule de cul, vilaine pas belle. Je t'ai maquillé avec une truelle ce matin. Non mais t'as eu ta gueule, ta mâchoire elle va se faire la malle. Enfin franchement c'est pas beau à voir. Puis complètement désemparé, désespéré, Gal Gadot supplie à son beau miroir en lui demandant une dernière fois, une ultime fois, qui est la plus belle. Et là je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais le miroir se sent pousser des couilles et balance à la reine. T'es qu'une morue, sale pute, la plus belle c'est Blanche-Neige, toi t'es rongé de l'intérieur, quand est-ce que tu vas comprendre qu'il n'y a pas que la beauté physique? Et là il lui éclate la tronche en lui balançant un putain de high kick avec une punchline digne de Chuck Norris. Bienvenue en 2025, bitch! Le film se termine en véritable pub mire spécial blanc. Là aussi je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas un mariage, c'est pas une white party à Saint-Trope, ils sont juste tous en blanc. On ne nous dit pas que Blanche-Neige vivra heureuse et aura beaucoup d'enfants, non, elle sera libre de faire ses choix. Là pour l'instant elle est maquillée avec Jonathan, mais on verra bien. Il y a rien d'écrit, rien d'obligé, on fait pas de plan sur la comète, on verra où ça nous mène, c'est une union libre. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas un grand fan du film. Je trouve que la reine s'est montrée un peu faible parce que la menace qui planait sur elle n'était pas si grande. On lui tient un peu tête et on lui conseille de partir loin et ne jamais revenir et elle perd tous ses moyens. Enfin je connais un lionceau qui a mis un peu de temps à s'en remettre, mais il s'en est remis. Et lui c'était qu'une boule de poil. Personnellement, contrairement au dessin animé, je n'ai jamais eu peur de la reine.
Quand on la voit à travers la fenêtre dans le dessin animé, il y a rien de plus effrayant que ça. Le royaume fait un peu carton-pâte, alors j'ai pas recensé tous les villageois, mais ils sont quoi, une cinquantaine, max? C'est pas non plus un truc de dingue d'être la plus belle sur plus ou moins 25 femmes. Moi j'imaginais le titre de plus belle du royaume, un truc un peu plus compliqué à atteindre que Miss France. La façon dont Jonathan s'évade, on peut pas dire qu'il était solidement attaché. Enfin voilà, pas mal de petites choses qui m'empêchent de rentrer totalement dans le film. Après, je suis pas un très grand fan des adaptations live-action de Disney. À ce jour, pour moi, le plus réussi est peut-être La Belle et la Bête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils auraient dû prendre Emma Watson pour jouer Blanche-Neige. J'arrête pas de le dire. N'empêche, je l'avais vu venir, le truc de la beauté intérieure. C'est super cruel pour Rachel Zegler. Tout au long de la production, elle s'est fait lyncher sur les réseaux à l'annonce du casting. Alors déjà pour sa couleur de peau, mais en plus parce qu'elle était censée être considérée comme étant plus belle que Gal Gadot. Alors qu'en fait, elle savait très bien que c'était pas les intentions de la prod. Putain, les bâtards, quoi. T'es super contente de jouer Blanche-Neige, mais tout le monde te traite de taudis. Normal qu'elle ait pété un câble. Elle arrête pas d'enchaîner les sorties de route. Ils ont réussi à la flinguer, ces cons. Contrairement aux chasseurs. Aujourd'hui, le cœur de Rachel Zegler se trouve bel et bien dans un coffre, un tout petit coffre, minuscule, et il continue de rétrécir. Ils ont réussi à nous en faire un Grinch. Ah tiens, encore un crossover chelou. Voilà pour cet after d'avant-critique, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que tous les avant-critiques auront un after? Pas sûr. Je serais très tenté de faire ma critique d'Happy Gilmore 2 une fois que je l'aurai vu, mais voilà, faire une suite d'une vidéo qui n'a fait que 200 vues, qui n'a pas marché, ça me paraît un peu suicidaire niveau stats. Alors les enjeux ne sont pas les mêmes, mais je suis pas Disney, moi. Ça ne m'amuse pas de produire quelque chose qui est sûr de se planter. Allez, ciao! J'imagine bien Rachel Zegler en mode Grinch, aéré dans les allées des parcs Disney, prenant un malin plaisir à gâcher le séjour des visiteurs, en leur balançant des pommes à la gueule. Have a magical day, connard! C'est moi la plus belle du parc, bande de haters! Elle a fini en belle-mère acariâtre, putain. Tu as laissé ce seigneur noir des sites corrompre ton cœur, à tel point que tu es devenu très exactement tout ce que tu avais juré de combattre.